Et voilà, il était temps d'aborder celui qui est pour moi le meilleur, le plus grand chef-d'œuvre, un film virtuose qui se place très largement en tête de tous les films de Shyamalan et surtout qui se place en tête comme un chef-d'œuvre du septième art avec une profondeur assez inégalée en termes de scénario. Le Village, sorti en 2004, j'ai eu la chance de le voir à l'époque au cinéma. Ça a été une énorme claque, pas seulement pour son twist final, mais la première fois pour son twist final. Et ensuite, il m'a fallu de multiples visionnages pour un petit peu comprendre toute la complexité, la portée symbolique et m'intéresser aux idées de réalisation, parce qu'il y a des idées de réalisation qui disent des choses du scénario. C'est un film qui n'a pas remporté l'unanimité, qui a impressionné certaines critiques à l'époque, c'est maintenant il y a presque 20 ans, et qui en a laissé d'autres très froides, voire qui a énervé. Je me souviens d'avoir lu, et d'ailleurs vous pouvez retrouver en partie la critique de Libération, qui était assez assassine. D'ailleurs, Shyamalan à l'époque avait été traité d'imposteur et de puritain parce que le film est extrêmement religieux. Mais voilà, j'adore les films religieux, j'adore les films qui mettent en avant un petit peu la déconnexion de ce monde moderne pour retrouver des valeurs plus religieuses, plus, certains diront puritaines, je dirais plus pures tout simplement. C'est un film avec une profondeur rarement égalée et surtout avec énormément de pudeur, et moi c'est ce que je recherche, et surtout c'est un film qui aujourd'hui prend un sens peut-être encore plus important, comme d'ailleurs Phénomène, dont je vous parlerai demain. Mais c'est vraiment un film qui, pour moi, aujourd'hui, revêt une particularité plutôt touchante et quelque chose avec laquelle je suis en total accord. Alors, Le Village, c'est tout simplement, puisque c'est une critique 100% spoilers, c'est l'histoire d'une communauté qui ressemble un petit peu à la communauté des Amish, des Quakers, des Mennonites, c'est-à-dire ces communautés très profondément religieuses, ancrées dans l'Amérique profonde et qui veulent être détachées, séparées du système et de son modernisme et qui veulent vivre un petit peu selon des préceptes religieux, des préceptes spirituels, avec l'idée de la communauté, tout le monde s'entraide, les les grands banquets, les grandes attablées, avec des principes à la fois de rigueur et en même temps chacun a sa vie privée, mais voilà, avec une instruction, l'école avec des valeurs, encore une fois. Dieu est très présent dans ce genre d'éducation, c'est des éducations clairement religieuses, et donc une communauté. On ne sait pas au début du film en quelle année ça se passe, on se doute que ça doit se passer au 19e siècle, mais voilà, à un moment donné, cette communauté, ils sont tous terrorisés par ceux dont on ne doit pas parler, c'est-à-dire des gens, des créatures qui rôderaient dans les bois aux alentours du village, et on va s'apercevoir que tous ces gens sont sous l'emprise d'une profonde superstition, d'une profonde peur, et au final, ils sont restreints à tout simplement un périmètre assez assez étroit, les maisons, la salle communale, l'école, et il y a toujours cette peur de ces créatures qui rôdent dans les bois avec des règles très strictes et des punitions si on enfreint ces règles. Et on va avoir, parmi tout ça, deux personnages plus jeunes que les autres. On a le groupe des aînés, le groupe des anciens, et eux, ce sont ceux qui régissent la vie au village, ce sont les fondateurs du village, mais on va avoir deux de leurs enfants, notamment le fils d'une joué par Sigourney Weaver, son fils joué par Joaquin Phoenix, et la fille du chef des aînés joué par William Hurt, qui, elle, pour la fille, est jouée par Bryce Dallas Howard. Donc Joaquin Phoenix et Bryce Dallas Howard, qui sont les personnages principaux de ce film, qui vont avoir cette curiosité, ou en tout cas qui n'ont pas cette peur de s'aventurer au-delà des bois, qui ne le font pas par respect, mais qui vont le faire parce que ils vont vouloir aider notamment des gens qui sont malades. Ça va commencer avec Joaquin Phoenix qui va demander à ce que quelqu'un qui est mort et une autre personne qui est malade, eh bien, qu'il puisse s'aventurer à la ville au dehors pour aller chercher le nécessaire pour soigner. Et puis ensuite,
Joaquin Phoenix qui va être blessé très grièvement, et Bryce Dallas Howard, puisqu'ils se sont déclarés leur flamme et qu'ils ont l'intention de se marier, ils sont faits l'un pour l'autre, c'est l'un est l'amour de la vie de l'autre. Bryce Dallas Howard qui va demander la permission de s'aventurer à son tour à l'extérieur des bois, en traversant les bois, en prenant le risque pour aller à la ville chercher les médicaments nécessaires. Sauf que voilà, les bois, il ne faut pas les traverser et il ne faut surtout pas aller en ville, parce que en ville, c'est le mal, c'est la violence absolue. C'est une société avec laquelle les aînés ne veulent plus avoir affaire. Et en fait, on s'aperçoit à la fin du film, et ça va être expliqué, notamment William Hurt, le chef du village, qui va l'expliquer en secret à sa fille, qu'il n'y a pas de créatures qui rôdent dans les bois, ce sont les aînés du village qui ont revêtu des capes et des déguisements pour effrayer tous les jeunes et tous les habitants du village et pour les garder dans ce périmètre restreint. Pourquoi? Pour ne pas aller à la ville, mais pour une raison précise, parce que chacun des aînés a subi un douloureux traumatisme, la mort d'un être cher par meurtre, une mort violente, et ils ont décidé de recréer une communauté où le meurtre et la violence et toute la perversion de ce monde seraient absents. Et pour ça, ils ne sont pas prêts, en tout cas pas jusqu'à la fin du film, ils ne sont pas prêts à dévoiler ce qu'il y a au-delà du mur, mais finalement, en voyant l'amour de Ivy, joué par Bryce Dallas Howard, pour Lucius, joué par Joaquin Phoenix, eh bien, l'aîné du village, Edward Walker, joué par William Hurt, va accorder à sa fille d'aller à l'extérieur chercher de l'aide, et on va s'apercevoir à ce moment-là, et c'est le twist à la Shyamalan qui pour le coup c'est un twist formidable, on va s'apercevoir que ça se passe à notre époque et que en réalité elle est dans une réserve qui est la propriété de William Hurt et de sa famille, de son père et de son grand-père avant lui, la réserve Walker. Et cette réserve, elle est strictement interdite à tout le monde, et il y a des gardes frontières qui sont là pour maintenir la propriété privée, l'anonymat, la tranquillité. On va même apprendre que le gouvernement a suspendu les vols d'avion au-dessus pour justement garder tout simplement cette ambiance d'un autre temps à l'intérieur de cette communauté, de ces bois. Alors, clairement, déjà, c'est un hommage aux communautés, comme je vous disais, Amish, Quakers, les Ménonites, mais pas seulement. C'est une relecture biblique du Jardin d'Éden, puisque on va avoir non seulement cette petite communauté qui recrée une vie paisible avec des principes directeurs, mais surtout où est absente la violence, où est absent la perversion, et d'ailleurs, il va y avoir énormément de pudeur, même dans les sentiments amoureux. Les personnes ne se touchent pas, elles attendent notamment, par exemple, Bryce Dallas Howard attend que sa petite sœur, jouée par Judy Greer qui est jeune, qu'on a vu notamment récemment dans les Halloween de David Gordon Green, qui faisait la fille de Jamie Foxx, qui faisait Karen Strode. Judy Greer qui est d'abord, elle, amoureuse, mais qui va être éconduite, et donc sa grande sœur, jouée par Bryce Dallas Howard, qui est, elle, amoureuse, et pour le coup, c'est réciproque de Joaquin Phoenix, qui va attendre que sa petite sœur se marie avant de déclarer ses sentiments à Joaquin Phoenix. C'est énormément de principes religieux, de chasteté. Il y a une profonde chasteté, une pureté entre les relations amoureuses des personnes, et ça, j'ai adoré. Vraiment, pour moi, c'est quelque chose de tellement rare aujourd'hui dans un cinéma qui est, pour moi, plus que insupportable, où on met du sexe partout, de la vulgarité, des choses qui sont assez perverses, assez décadentes. Là, on a quelque chose d'assez pur. Et donc, quand on va avoir notamment les deux personnages, donc Bryce Dallas Howard, Ivy et Lucius qui vont s'embrasser, on va très rapidement, enfin, on va avec la caméra balayer notre côté de l'écran. La caméra va s'éloigner pour ne pas qu'on les voit s'embrasser. En tout cas, on le voit, mais ça ne dure que l'espace d'une seconde et la caméra s'éloigne, justement pour pas insister là-dessus. Et pourquoi je vous dis que c'est une relecture du Jardin d'Éden? Donc, outre le fait que ce soit une petite communauté dans les bois qui ne connaît pas le monde extérieur et qui cherche à vivre en paix, c'est que
il cherche à être absent de toute violence. Et il va y avoir Adrian Brody, qui joue Noah, qui est un dérangé mentalement, il est handicapé mentalement, mais il y a quelque chose de mauvais chez lui, qui, lorsqu'il va apprendre que Joaquin Phoenix, dont Lucius et Ivy se sont déclarés leur flamme, il va être jaloux de Joaquin Phoenix et il va le poignarder, d'où le fait que Ivy s'aventure au dehors. Il va le poignarder parce qu'il est jaloux et il va être donc séquestré. Enfin, d'abord, dans un premier temps, il va être emprisonné et puis dans un second temps, on va apprendre qu'il avait découvert une des capes, un des déguisements, et que c'est lui qui s'amusait à faire peur au village en dépeçant des animaux vifs et en les disposant dans le village pour effrayer tout le monde, chose que n'avaient pas fait les anciens du village. Ils avaient tout simplement interdit qu'on s'aventure au-delà des bois. Mais chez le personnage de Noah, joué par Adrian Brody, qui est formidable, on y reviendra sur le casting, ça fait partie des très gros points forts, il y a quelque chose de mauvais, à l'image dans le jardin d'Éden de Caïn qui tue son frère Abel, alors que Abel était innocent, il n'y avait pas de violence ou d'intention malveillante chez lui, et chez Caïn, il y avait de la jalousie, et c'est pour ça qu'il a tué son frère Abel. Eh bien, Noah est la relecture de Caïn dans le jardin d'Éden. En fait, on n'est plus vraiment dans le jardin d'Éden parce qu'à ce moment-là, Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, mais ça reste encore les premiers humains avec les premiers enfants qu'il y a dans l'humanité. Et donc, on va avoir Noah qui est Caïn, le premier meurtrier de l'humanité. Et à partir de là, il y a tout le projet de ces anciens qui étaient d'anciens professeurs, d'anciens gens qui avaient voilà, des métiers qui étaient parfaitement intégrés à la société, et on va le découvrir dans leurs photos qu'ils gardent dans des coffres fermés à clé, on le découvrira à la toute fin du film. Eh bien, à ce moment-là, leur projet va tomber à l'eau, il y a eu un meurtre, il n'y a plus la paix, et donc c'est pour ça qu'il décide d'envoyer Ivy et de prendre le risque d'être découvert par le monde extérieur. Mais ils ne seront pas découverts par le monde extérieur parce que Ivy tombera sur un garde-côte, un garde forestier très compréhensif, dont le chef garde forestier est joué par M. Night Shyamalan, qui aime se donner dans chacun des films un petit rôle. Et donc ce jeune garde forestier viendra prendre les médicaments dans la réserve nécessaire et gardera le secret sur ce lieu, ce qui permettra à Ivy de retourner au village avec tout ce qui est pénicilline, tout ce qui est antibiotiques et tout le nécessaire pour soigner Lucius. Et ils feront porter sur Noah, ils feront porter la responsabilité et feront croire qu'il y a toujours ce danger dans la forêt pour que les jeunes du village ne s'y aventurent pas, et ils feront porter tout ça sur la responsabilité de Noah. Donc ils garderont malgré tout ce mensonge, mais pour que personne d'autre ne s'aventure dans le monde extérieur. Et débarrassés du seul meurtrier qu'ils ont eu, ils vont pouvoir reprendre à la fin du film leur vie paisible. Donc non seulement il y a une parabole biblique, ou plutôt oui, on pourrait dire il y a une métaphore biblique, mais la photographie de Roger Deakins, qui est formidable, Roger Deakins, Blade Runner 2049 et tellement d'autres chefs-d'œuvre. Non seulement la photographie avec ses couleurs jaunes pour les imperméables, pour les capes, et ses couleurs rouges qui représentent le danger, avec cette ambiance un peu grisâtre dans la forêt et cette ambiance un peu surannée, non seulement ça apporte une profonde authenticité, un cachet et un visuel qui est profondément poétique, mais la réalisation de Shyamalan, qui, comme je vous le disais, est pleine de pudeur lorsqu'il détourne sa caméra de la scène de bisous, de la scène de baiser, mais aussi lorsqu'il détourne sa caméra de la scène de poignardage, je ne sais pas comment on dit, du fait que Adrian Brody qui joue Noah, donc du fait que Noah poignarde Lucius, Joaquin Phoenix, ça ne va pas nous être montré, avec insistance. On va tout simplement voir qu'il le poignarde, et ensuite, lorsque Adrian Brody
insistera pour poignarder, il le poignardera à plusieurs reprises, la caméra va s'écarter. Donc c'est de la pudeur au niveau de la réalisation qui donne, voilà, qui donne un message. On nous montre qu'on ne veut pas s'attarder ni sur la violence, ni trop sur l'intimité des sentiments amoureux. Et ça, on le doit à la réalisation de Shyamalan qui est virtuose. Chaque plan de caméra veut dire quelque chose, veut dire ce que l'on voit veut dire des choses, ce que l'on ne voit pas veut aussi dire des choses. Il y a énormément de symbolique dans la réalisation, dans la colorimétrie, dans la photographie, donc directeur photographie Roger Deakins. Et tout ça est sublimé par une bande originale composée par James Newton Howard qui nous fait des envolées poétiques et lyriques au violon tout au long du film. La bande originale mais c'est une symphonie. Hein. James Newton Howard, là, il est arrivé à son top niveau avec cette bande originale, comme d'ailleurs les autres compositions qu'il a fait, que ce soit sur Signe ou Phénomène pour Shyamalan. Là, James Newton Howard nous livre du très 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 haut niveau. Vraiment, c'est chef-d'œuvresque et ça renforce l'émotion. Au-delà de ça, les acteurs sont tous impeccables. On a quand même un casting 5 étoiles. Au-delà de Joaquin Phoenix, Bryce Dallas Howard, Adrian Brody, on a William Hurt qui nous a quittés depuis, malheureusement, d'ailleurs, l'année dernière, en 2022, et qui était doublé. Et d'ailleurs, je vous conseille de regarder le film en version française parce qu'il est doublé par l'excellentissime Féodor Atkin. Vous reconnaîtrez tout de suite la voix de Féodor Atkin qui double Hugo Weaving notamment, Monsieur Smith et Elrond, et pas seulement. Mais voilà, Féodor Atkin qui a ce timbre de voix qui apporte un charisme naturel, et William Hurt qui était dans sa période parmi ses plus grands films. Il sortait de AI, Intelligence Artificielle, à peine quelques années plus tôt, 2-3 ans avant. Donc William Hurt, Brendan Gleeson, Brendan Gleeson, je n'ai pas besoin de vous le représenter, si vous voulez voir un de ses meilleurs rôles, alors c'est peut-être pas son meilleur rôle, mais un de ses meilleurs rôles, c'est dans Calvary, il me semble, où il fait un prêtre en Irlande. Je crois que le nom s'appelle Calvary, il me semble. Mais on avait pu le voir aussi dans 3 de Wolfgang Petersen. Bref, Brendan Gleeson, vous le connaissez tous. On a Sigourney Weaver, qui elle aussi a un rôle, elle fait la mère de Joaquin Phoenix dans le film, elle a un rôle très important et encore une fois, elle est toujours parfaite, avec de la douceur chez ce personnage. D'ailleurs, William Hurt, son personnage, est amoureux, mais là encore, il est amoureux de Sigourney Weaver, mais là encore, aucun contact physique, on sent beaucoup de retenue, beaucoup de pudeur, de respect. Donc c'est un très gros point fort du film. Et puis on a quelques habitués de M. Night Shyamalan, notamment Cherry Jones, qui jouait dans son précédent film. Il me semble que c'était son précédent film, Signe, où elle faisait la shérif qui parlait à Mel Gibson. Et puis on peut voir Jane Atkinson, qu'on a pu voir dans plein de séries et des films. Donc, comme je vous disais, d'autres seconds rôles comme Judy Greer et même un jeune Jesse Eisenberg. Il me semble même que ça se passe plusieurs années avant le film The Social Network sur Mark Zuckerberg. Donc on était sur probablement un des tout premiers rôles de Jesse Eisenberg. Donc on a un casting 5 étoiles, une musique sublime, mais comme rarement on en entend et comme rarement c'est aussi bien adapté aux scènes. Beaucoup d'émotions, beaucoup de pureté, mais de pureté au sens religieux du terme. Alors certains n'apprécieront pas, encore une fois, mais moi j'adore justement ce genre de choses. De la pudeur, renforcée par la réalisation, la photographie de Roger Deakins, une ambiance quand on ne connaît pas le scénario, quand on pense que c'est réellement des créatures, la première fois qu'on voit le film, une ambiance assez terrifiante, parce qu'on entend des grognements, et puis en plus, les créatures nous sont très peu montrées, et elles ont un design assez effrayant. Après, il est vrai que quand on connaît le film, la terreur, forcément, ça marche beaucoup moins, mais c'est la symbolique qui prend le relais. En tout cas, c'est un film qui a tellement de qualité et qui est d'une telle profondeur. Et pourquoi pour moi, ce film est un chef-d'œuvre? Parce que clairement, je suis admiratif de ces gens qui se retirent de la société pour vivre sur des principes religieux et qui en ont marre de ce monde. Et moi, j'ai vu le film en 2004, je l'ai découvert il y a presque 20 ans maintenant.
mais quand je vois comment la société a évolué, je me dis que oui, ces gens-là, même si sur le principe, ben, ça part d'un mensonge parce qu'ils cachent la vérité et ils maintiennent les gens dans quelque part dans une superstition, dans une peur erronée. Mais malgré tout, je me dis que ces gens-là n'ont pas totalement tort d'agir comme ils agissent, de vouloir se retirer de la société, une société qui, en 20 ans où le film est sorti, parce qu'il y avait clairement une relecture de la violence de la société américaine avec les armes à feu, mais aujourd'hui, nous en France, en Europe, on n'a plus à envier la violence des États-Unis, on est devenu tout aussi violent dans notre société, ben, je me dis que oui, ce serait pas mal de se retirer du monde un petit peu avec des gens qui ont les mêmes principes moraux, des mêmes valeurs religieuses que vous, ou en tout cas des mêmes valeurs morales. C'est un film qui plaira pas forcément aux personnes qui sont athées, ou en tout cas qui les touchera peut-être pas autant. Après, je pense que beaucoup aimeront quand même, mais c'est un film qui va toucher peut-être encore plus les gens croyants qui trouvent que justement, voilà, ce monde, les valeurs morales de ce monde se dégradent, y compris la violence, puisque c'est vrai que le sentiment d'insécurité, c'est pas un sentiment d'insécurité aujourd'hui, c'est une réalité. On n'est plus tranquille, on peut sortir de chez soi et se faire tuer, c'est la stricte réalité. Heureusement, ça n'arrive pas à tous, mais c'est la stricte réalité. Et donc, ben oui, je suis admiratif quelque part en tout cas, je suis envieux de ce mode de vie qu'ont ces personnes dans le film, dans ce film Le Village. Et je me dis que oui, ben oui, ils n'ont pas Internet, ils n'ont pas la télévision, ils n'ont pas le confort du monde moderne, mais ils ont une ambiance de fraternité et des principes de moralité de haut niveau qui fait qu'on aurait bien des leçons à garder et bien des leçons à apprendre. Et ça nous apprend surtout à être tolérants vis-à-vis des communautés religieuses. Encore une fois, je pense aux Amish et aux Quakers, dont on a tendance à se moquer à travers des séries comme La Petite Maison dans la Prairie, où on dit, ouais, ces gens-là, ce sont des sectes, mais ça n'a rien d'une secte. Ces gens-là sont plutôt sains d'esprit. Ils ont décidé de se séparer de la société. Ils sont donc des séparatistes. Et pour moi, en ce qui me concerne, ils ont bien raison. On devrait faire pareil. Mais bon, après, tout le monde n'a pas les moyens financiers d'avoir une réserve à lui tout seul, une réserve de plusieurs dizaines, centaines de kilomètres carrés. En tout cas, euh, aujourd'hui, on aurait plus que besoin de ce genre de mode de vie. En tout cas, c'est mon avis, strictement personnel. Et si vous êtes sur la chaîne, vous êtes aussi là pour entendre mon avis personnel. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film. La vidéo est un petit peu plus longue que sur Signe et un petit peu plus longue que la vidéo de demain sur Phénomène. Mais c'est le film qui me touche le plus de la filmographie de Shyamalan. Et c'est pour moi un film irréprochable, qui n'a pas de défaut. Et ces 5 étoiles, pour moi, il ne les a pas volées, loin de là. C'est un de mes films préférés de tous les temps, que je peux regarder un nombre incalculable de fois. Je ne m'en lasse jamais. Voilà ce que je voulais vous dire sur Le Village de M. Night Shyamalan, sorti en 2004. Chef-d'œuvre inestimable à mes yeux. Et on se retrouvera donc demain pour une troisième vidéo, Phénomène, qui est un film que je trouve sous-coté, mais ça, je vous en parlerai demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, petit abonnement si ce n'est pas déjà fait, ça coûte rien si vous aimez les vidéos de la chaîne, et le petit commentaire pour me donner votre avis sur ce film, si vous l'avez vu. En même temps, si vous êtes sur la vidéo 100% spoiler, c'est que vous avez vu le film, sinon là vous venez de vous faire spoiler tout le film, et c'est vrai que vous venez de perdre une bonne partie de l'intérêt du film. Allez, merci à toutes et à tous, portez-vous bien, on se retrouve demain, et ciao tout le monde.